Bien, je me prénomme François, je suis responsable des sources humaines à la DGSI, dans le service du contre-terrorisme islamiste sunnite, et j'ai 35 années d'expérience en tant que policier. Alors je m'appelle Léo, je suis officier traitant à la thématique du contre-espionnage à la DGSI, et ça fait maintenant environ 3 ans que je suis sur ce poste. Avant de rentrer à la DGSI, on a une perception assez mystérieuse, assez fantasmée, je pense, par l'imaginaire collectif, le monde du renseignement. On connaît rien vraiment de comment ça se passe à l'intérieur. Quand on rentre à la DGSI, on a besoin d'une habilitation. C'est une habilitation qui va nous permettre d'avoir accès à des documents allant de secret à très secret. Cette habilitation, elle est faite pour s'assurer que le candidat ne représente pas lui-même un problème de sécurité, ni son entourage proche, ni son mode de vie. S'il est ciblé par le service d'une puissance étrangère. L'espionnage en France, il vient de puissances étrangères qui peuvent, on va dire, retourner des citoyens français. Pour leurs intérêts, et ce citoyen français va se retrouver de manière volontaire ou forcée à devoir livrer on va dire, du renseignement, des données sensibles à une puissance étrangère. Tout comme ça peut être des individus étrangers qui, sur le territoire national, vont se livrer à des actions de renseignement. Ça peut être des actions de renseignement, ça va du vol de secret d'État ou aller chercher des données classifiées. Tout comme ça peut prendre la tournure de répression transnationale, c'est-à-dire la puissance étrangère va intimider sur le sol français des opposants politiques, des membres de la diaspora. Ça va prendre cette tournure-là. On va dire que ça recouvre tous les pans de la société. Ça peut recouvrir la vie économique, la vie politique. Être officier traitant au contre-espionnage, principalement, ça va être de cibler, d'approcher, de recruter des cibles pour en faire des sources du service, pour nous renseigner sur les dispositifs de puissances étrangères sur le territoire national. Les puissances étrangères vont cibler quels sont leurs modes opératoires, identifier des officiers de renseignement qui agissent contre les intérêts de la nation. Ça va être principalement ça. Tout ce que nous mettons en œuvre obéit à un cadre légal très strict, très contraignant et surtout très contrôlé. On n'est pas au-dessus des lois il n'y a pas le fantasme de la DGSI peut écouter tout le monde et surveiller tout le monde sans aucun contrôle. Les journées types de l'officier traitant, elles sont très changeantes en termes d'horaire, de timing. C'est en fonction des informations recueillies, des sources humaines. De l'actualité, des besoins des sections d'enquête, du partenariat qu'on a avec d'autres services, qu'ils soient nationaux ou internationaux. L'idée, c'est d'être réactif, donc la réactivité implique la disponibilité. La source humaine, la définition, il n'y a pas de définition réelle. Si on va dans le Larousse, on la trouvera pas. Nous, on cherche plutôt des individus qui veulent aider notre service à lutter contre le terrorisme. Souvent, c'est la principale préoccupation, pour des raisons multiples. Parce que ils sont issus de communautés étrangères et que ça leur fait mal de voir que des attentats sont commis au nom de l'islam, et ça peut être un vrai moteur. D'autres personnes parce que effectivement ils ont été inquiétés dans des dossiers, ils se sont rendus compte qu'ils avaient été manipulés par des vrais terroristes, mais qu'eux n'avaient été qu'un pion dans l'échiquier, qui ne se rendaient pas compte réellement de la situation dans laquelle ils se mettaient. Et donc ça, ce sont aussi des leviers. Et donc ce sont des personnes généralement qui sont proches de ces milieux sur lesquels nous travaillons, mais qui n'adhèrent pas à l'idéologie en tant que telle du terrorisme, et qui souhaitent contribuer, en tout cas, à préserver le territoire national. Donc nous, notre but, c'est d'obtenir des informations crédibles,
dans un premier temps, de les recouper, de les travailler, de discuter avec les groupes qui sont chargés d'enquêter, de voir avec eux si les informations que l'on rapporte sont crédibles. C'est pour ça que nous ne sommes pas enquêteurs. On a différencié le fait d'être un officier traitant et un enquêteur. C'est-à-dire que nous, on ramène une information, on fait tout pour qu'elle soit la meilleure possible, avoir la meilleure source possible, mais on n'est pas partie prenante dans l'enquête. Et quand on parle de grands événements, il y a eu une période d'accalmie entre 1996, le dernier attentat à Port-Royal, et de nouveau le premier attentat islamiste sur le territoire français, qui était en mars 2012 avec l'attentat de Mohamed Merah. La machine s'emballe au cœur de la DGSI, et bien évidemment, il y a des cellules de crise, il y a tout est fait pour que sur une période à moyen terme, les effectifs travaillent H24. Et nous, plus précisément sur les sources humaines, notre travail est fait très en amont, donc c'est le moment d'activer toutes les sources, d'avoir tous les renseignements qui remontent. Et la chance qu'on a eue, c'est qu'on avait fait un gros travail depuis 2004 sur les sources humaines. On avait des sources humaines qui étaient placées dans de nombreuses filières, de nombreux groupes, et que certains renseignements collectés à ce moment-là, en période d'attentat, nous sont remontés et ont permis en tout cas d'éclairer les groupes d'enquête. On a commencé à voir ça dans les années 2010, des forums qui se créaient, de discussions avec des groupes islamistes. Al-Qaïda avait commencé à le faire. Ils créaient des forums avec des salons privés où il était difficile d'accéder. Donc on avait déjà utilisé des sources à l'époque qui étaient inscrits sur ces salons, qui avaient réussi à les pénétrer. Et puis, on a commencé à s'intéresser à ce domaine-là grâce à certains collègues qui avaient de l'appétence pour Internet, pour la technologie. Et c'est là où on a commencé aussi à recruter des sources plus jeunes qui avaient des facilités pour aller sur Internet, pour se créer ce qu'on appelle nous des avatars sur différentes plateformes ou sur différents réseaux sociaux. On a aussi créé des sections d'agents virtuels pour aller sur Internet. Donc tout ça s'est fait très rapidement. Et nous, on a suivi ça au fil de l'eau et au fil de l'actualité, puisque quand l'État islamique a vraiment été à son apogée, ils ont utilisé les moyens Internet pour diffuser de la vidéo, pour recruter. C'était leur principal mode de recrutement. Donc ça a été un vrai changement dans notre méthodologie de travail. Alors on est formé très régulièrement tout au long de notre carrière, qu'on vienne d'entrer dans la direction ou 25 ans après notre entrée dans la direction. On a des formations très fréquentes et très diversifiées. On va dire que pour l'officier traitant, ces premières formations vont vraiment lui apprendre à traiter une source, les principaux leviers, à assurer la sécurité de ses contacts avec les sources, que ce soit la sécurité du binôme d'officier traitant et la sécurité de la source. On va apprendre par exemple à faire des itinéraires de sécurité, des parcours de sécurité, à établir des moyens de communication qui sont intraçables, que ce soit pour les OT ou pour la source, dans les deux sens, à anonymiser notre présence dans un lieu où on va monter un petit peu la difficulté des formations. Il faut absolument mélanger les générations. Et puis on se rend compte que, quel que soit son âge, en réalité, on a aussi le même but. C'est pour ça qu'on fait ce métier-là. Et je pense que la différence, elle se situe sur la façon d'appréhender les outils technologiques. À la DGSI, on doit rendre compte de tout élément qui change dans notre vie personnelle, que ce soit un déménagement, la babysitter, de nos conjoints, nos enfants, les conjoints de nos enfants. On doit rendre compte de ces informations-là pour s'assurer que nous ne sommes pas exposés à une menace. Moi, ma famille et mes amis les plus proches savent que je suis à la DGSI, mais n'en savent pas au-delà. On est un petit peu... on est tenu au secret, on ne parle absolument pas de nos dossiers, on raconte pas nos journées quand on rentre le soir, mais ça permet à notre famille, à nos amis proches de comprendre ce mode de vie un peu décalé du citoyen lambda, parfois des levées tôt, des moments où on doit partir un petit peu précipitamment parce qu'on doit aller, on a été appelé par une source et on doit aller la rencontrer, la retrouver. Si on le fait avec quelqu'un qui ne sait pas où vous travaillez ou quelqu'un qui ne peut pas comprendre vos contraintes, ça va devenir délicat de continuer cette relation amicale avec cette personne. La fierté, je pense, des officiers traitants, c'est de se dire que chaque officier traitant a cette idée en tête, c'est de recueillir un renseignement qui, à la fin, permettra d'entraver une personne qui voulait passer à l'action. Le but final, c'est celui-là, le but principal.
Je pense que pour l'officier traitant, c'est sa plus belle récompense, c'est de se dire le renseignement que j'ai obtenu, cette source que j'ai traitée depuis des mois, des années, toutes les difficultés que ça implique, les renseignements qu'elle m'a ramenés ont permis d'arriver à arrêter des personnes qui voulaient commettre un attentat. Je crois que chaque officier traitant est guidé par cette idée. Je pense que quand on est officier traitant au contre-espionnage, ce qui nous rend le plus fier, c'est de pouvoir empêcher des actions hostiles de puissances étrangères qui pourraient nuire aux intérêts fondamentaux de la nation. C'est d'avoir cette satisfaction d'avoir pu empêcher une fuite de secrets d'État pour pas qu'elle tombe dans les mains d'une puissance étrangère mal intentionnée. La DGSI, c'est une direction unique en France qui permet de protéger la société française et les citoyens français de l'ensemble des menaces qui peuvent peser sur la nation. Et être officier traitant à la DGSI, c'est faire preuve de nombreuses qualités humaines, et c'est un travail exaltant qui permet d'être au plus proche de l'actualité, que ce soit sur les menaces, sur des modes opératoires. C'est un métier qui, en permanence, nous pousse à nous dépasser. Et c'est un travail, on va dire, de l'ombre, mais d'une efficacité redoutable. Le message qu'on peut faire passer, c'est que c'est un métier passionnant. Ça fait des années que je l'exerce. Ceux qui l'exercent avec moi l'exercent également depuis des années, ce qui est un signe, parce que quand on ne quitte pas un service, c'est qu'on s'y sent bien. D'abord, on s'y sent utile, puisque la matière du contre-terrorisme islamiste, et on a vraiment au quotidien le sentiment d'être utile. On a aussi des sentiments d'échec. Je ne cache pas que les périodes d'attentats ont été vraiment des sentiments d'échec, parce qu'on se dit toujours que l'on aurait pu faire mieux, pourquoi, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer. Et donc, c'est vraiment notre souci quotidien, c'est de dire comment on peut améliorer les choses. C'est un métier où on travaille en équipe, on peut pas travailler tout seul, on fait pas des enquêtes tout seul, on traite pas des sources tout seul. Pour des jeunes, en tout cas, qui sont policiers actifs aujourd'hui et qui veulent faire un métier qui a du sens, c'est vraiment un choix fort, et c'est vraiment, on ne s'ennuie jamais, il n'y a pas de routine, il y a vraiment des moments d'adrénaline, mais c'est un métier où il faut de l'investissement.